Nouveau week-end, nouveau rendez-vous du 7 Info, le dernier de l'année 2020, des reportages, des thèmes, des invités. Ils sont 5 ce soir. Professeur Fangassé Mahamadou Diarra, économiste, enseignant à l'Université Norbert Zongo. Moussa Ouedraogo, membre du bureau du MPP France. Kader Sissé, proche de l'opposant politique malien décédé cette semaine. Soumaïla Sissé, le deuxième adjoint au maire de Ouagadougou. Adama Sana est avec nous. Avec lui, on parlera de bilan et de festivités. Et on n'oublie pas notre consultant du dimanche, Chaka Koulibaly. L'équipe du dimanche est très heureux de vous accueillir. Bonsoir et bienvenue. Le JDD, le journal du dimanche pour commencer. Les chefs d'État et de gouvernement commencent à fouler le sol burkinabé. Le chef d'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou où il prendra part demain à l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. Avant lui, c'est le Premier ministre malien qui est arrivé pour le même objectif. Mokhtar Ouane a été reçu en audience ce matin même par le chef de l'État burkinabé. Le Malien et le Mauritanien, le chef d'État mauritanien, lui, vient d'atterrir il y a quelques instants à l'aéroport international de Ouagadougou. Le chef de l'État qui a effectué des sorties sur le site de l'événement, le Palais des Sports de Ouaga 2000, qui fait peau neuve pour la circonstance. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 fait peau neuve pour accueillir ses convives à la cérémonie d'investiture du président du Faso. Au sein du palais, les ouvriers sont au four et au moulin pour donner un nouveau visage à l'établissement. Nouvelle couche de bitume et de peinture. À l'intérieur, nouveau décor en cours de finition. Alors on se demande combien pourrait coûter l'organisation de cette cérémonie d'envergure. On continue de faire les estimations et puis vous savez que tout est fonction aussi des délégations qui vont confirmer. Jusque-là, on n'a pas encore toutes les confirmations. Et quand vous accueillez un chef d'État, ça a un coût, mais tant que vous n'avez pas l'ensemble des confirmations, vous ne pouvez pas dire que ça va coûter tant. Les bus que vous allez mettre, c'est en fonction des invités que vous aurez. Les repas, ou disons que vous allez organiser, c'est en fonction de cela. Les réservations d'hôtels, c'est en fonction de cela. Donc, c'est un travail qui est en cours. Peut-être qu'on fera un bilan, et ce bilan-là, c'est important de pouvoir le faire. Coût de l'organisation pas encore définitif. Ce qui n'est pas contre, c'est le nombre d'invités à cet événement républicain. Sur les 5000 places que compte le Palais des Sports, seulement 1300 devraient être occupées. Une mesure du comité d'organisation pour tenir compte des mesures barrières contre la Covid-19. La liste va être arrêtée avec affecté de numéros et les cartes affectées de numéros, les sièges affectés de numéros, de sorte que les mesures barrières soient effectives au regard donc des alertes que nous avons dans notre pays actuellement en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. Donc, j'en appelle à la compréhension de tous. Il ne faut pas mettre de pression sur le comité d'organisation ou sur des personnalités pour négocier des cartes. Il y a une liste déjà établie et cette liste-là tient compte donc des corps constitués que nous avons dans notre pays. Et si vous n'êtes pas dans cette liste, on va vous inviter tout simplement de suivre la cérémonie à la télévision. Le président du comité d'organisation rassure que toutes les mesures sont prises afin que l'événement se déroule dans des conditions sécuritaires et sanitaires adéquates. Une vingtaine de chefs d'État sont attendus à Ouagadougou pour l'investiture de leur homologue Roch Marc Christian Kaboré le 28 décembre prochain. Invité Moussa Ouedraogo, membre du bureau politique MPP France, directeur de campagne MPP France pour la présidentielle. Il est ingénieur de conception informatique, consultant senior en data analysis et data governance au sein du groupe James. Il est actuellement en mission à la BNP Paribas. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir, Robin. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'inviter à BFM TV. Avec nous également notre consultant politique, Chaka Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc demain le rendez-vous, l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. Déjà, on rappelle que le MPP est arrivé en tête au niveau de la France pour la présidentielle. Oui, effectivement. Le MPP est arrivé en tête en France
il faut dire que globalement, avec un taux, non seulement nous sommes arrivés en tête, mais avec un taux de participation très élevé, et cela réconforte en tout cas la diaspora d'avoir en tout cas demandé cette participation et d'avoir assuré. Mais nous sommes arrivés en tête, ça c'est très réconfortant. Et vous êtes là dans le cadre de l'investiture? Oui, je suis là dans le cadre de l'investiture, et donc un événement très républicain. Le ministre vient de vous donner quasiment tous les détails de l'organisation. Si vous regardez, comme nous sommes en période de Covid, il dit qu'il y a 1300 places, c'est quasiment un tiers des places qui sont conservées. Donc nous sommes même au-delà de, comment dirais-je, des mesures barrières à mettre en place, parce que si on regarde bien, c'est quasiment 2 sièges entre 2 personnes, quoi. Donc c'est vraiment très bien organisé, et tout cela est assez réconfortant pour nous. 1300 personnes, Chaka Coulibaly, mais au-delà, on parle d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est dit toute la portée, l'importance de l'événement, et c'est aussi la place du Burkina dans cet environnement sous-régional aussi. Oui, oui, je suis agréablement surpris d'entendre qu'une vingtaine de dirigeants vont venir à cette investiture. Cela peut avoir 2 significations importantes, hein. C'est aussi le fait que le Burkina Faso revienne dans le paysage sous-régional au plan diplomatique, au plan politique. Et c'est aussi le signe que, hein, quelque part, l'élection, la manière dont elle s'est déroulée, sans trop d'accrocs, contrairement à d'autres pays où il y a eu beaucoup de difficultés, malgré l'insécurité qui a failli émailler les opérations de vote, on peut dire finalement que l'opération a été rondement menée, ce qui justifie que les autres reconnaissent la qualité du processus démocratique et électoral, et ça peut expliquer pourquoi il y a autant de dirigeants d'État qui viennent à l'investiture. Monsieur Dudiro, comment vous appréciez la vitalité de la démocratie burkinabé? Oui. À travers ces élections qui viennent de se passer. Quand vous regardez, déjà pour remettre un peu dans le contexte, l'ensemble en fait des entités qui ont concouru à l'organisation en fait de ces élections-là n'ont souffert d'aucune contestation. Quand vous regardez la commission électorale indépendante, elle n'a souffert d'aucune contestation ni de la... Non, elle n'a souffert d'aucune contestation ni de la part de l'opposition ni de la part du parti au pouvoir. Quelques irrégularités quand même contestées. Non, je parle de la commission électorale. Nous avons une des commissions électorales les mieux constituées. Elle est tripartite. Vous avez les partis de l'opposition, vous avez les partis au pouvoir et vous avez la société civile. Je parle de sa constitution même. Vous prenez le fichier électoral, n'a souffert d'aucune contestation parce que, vous avez vu, il y a même eu une audit internationale concernant ce fichier. Et enfin, aussi, il y avait le fichier électoral, il y avait un 3e point qui n'a souffert d'aucune contestation. Donc, globalement, l'ensemble des éléments, même au niveau de la classe politique interne, même s'il y a eu quelques velléités après les élections, ont adoubé ces élections, ont vraiment validé le processus. À ce jour-là, tous les candidats ont félicité le président. Donc, nous attendons juste l'investiture et que le travail reprenne. Que le travail reprenne, Chaka Coulibaly, c'est effectivement cela. Demain, l'investiture, mais c'est l'acte solennel qui, justement, marque ce nouveau départ pour 5 ans pour le président Roch Marc Christian Kaboré. Là, ce sont des défis peut-être pas nouveaux, mais désormais, le président Kaboré n'a plus que 5 ans pour réussir des choses. Oui, tout à fait. Demain, c'est l'acte formel qui clôture le processus de la réélection. Après cela, il va disposer des pleins pouvoirs qui sont prévus par la Constitution et les textes en vigueur. Et c'est ce qui permet donc d'envisager qu'immédiatement après l'investiture et surtout après le passage à l'année nouvelle, on va donc pouvoir reprendre l'activité institutionnelle avec notamment la désignation d'un Premier ministre et quelques jours après d'un gouvernement. Et c'est là où on verra, à partir de ces 2 actes-là, comment le chef de l'État, disposant d'une nouvelle confiance de la part de ses concitoyens, va aborder ce nouveau quinquennat. Est-ce qu'il va maintenir le cap comme les 5 années passées, ou est-ce qu'il va faire des changements notables dans la structure de son pouvoir
de sorte à pouvoir peut-être se mettre à disposition d'autres forces qui existent dans le pays. Et ça, c'est des questions encore qu'il faut voir. Toujours est-il qu'on sait que les périodes comme celle actuelle, ce sont des périodes de tractation, de discussion entre les groupes, même à l'intérieur du groupe majoritaire. C'est certain qu'il y a des tractations. Donc, on verra bien dans quelques jours après l'investiture, pour laquelle on pense qu'il n'y a pas d'attente majeure. C'est une formalité qui va... Il faudra peut-être s'attendre quand même à des annonces fortes, non? Oui. Dans le discours, normalement, le chef de l'État devrait annoncer la couleur, déjà, dès l'investiture, dès demain. Et on verra à ce niveau-là quelles sont les grandes options de politique qu'il va dessiner et qui vont donc organiser l'évolution politique et institutionnelle des 5 années à venir. Et normalement, demain, il estime... c'est vrai que pour le chef de l'État, il n'y a pas un discours de politique générale devant l'Assemblée. L'investiture est en quelque sorte son discours de politique générale où il donne les grandes orientations du quinquennat et qui permettent aussi de mesurer après, comme les médias ont l'habitude de faire les 100 jours et la suite, à partir du discours d'investiture, on verra bien comment on va évaluer son évolution pour ce nouveau quinquennat. Parce qu'on l'a vu quand même lors de l'investiture en 2015, ce discours assez fort déjà qui donnait le ton de l'engagement. 2015, il faut dire que ça peut être assez différent pour cette fois-ci, parce que 2015, c'était beaucoup d'espoir. Lui-même était élu pour la première fois, après un processus quand même assez houleux, pas difficile, mais houleux. Il n'avait pas encore la réalité de la gouvernance, il n'avait pas encore le terrorisme. Donc il était plein d'espoir lui-même, je veux dire, en tenant compte de sa victoire au premier tour aussi. Il se disait que le monde était positif et que tout irait bien. Il avait certainement raison, dans la mesure où, au moment où il faisait le discours d'investiture, personne, je dis bien, personne n'avait idée que quelques jours seulement après, on aurait affaire à l'une des plus grandes difficultés que le Burkina Faso ait eu à faire jusqu'à présent dans son histoire, à savoir le terrorisme. Donc c'est une donne nouvelle qui est apparue quelques temps après et qui a certainement influencé l'évolution de la politique des 5 dernières années et contrairement à son enthousiasme, a pu bousculer un peu aussi ses prévisions à lui-même. Voilà, 2015-2020, il a été au pied du mur, il a eu le temps d'apprécier et d'expérimenter la gouvernance au haut niveau. Pour 2020, comment vous le voyez déjà? Alors, M. Guébret, d'ailleurs, la troisième entité qui ne souffrait d'aucune contestation était le Conseil constitutionnel que j'avais oublié. Donc, vous voyez bien que c'est eux, demain, qui vont tout valider. Donc, et elles ne souffrent d'aucune contestation. Alors, pour un peu... La légitimité et après les défis. Voilà, pour plus ou moins paraphraser un peu ce qu'on dit souvent aux États-Unis, mais qui est un peu vrai partout, lors du premier quinquennat, on travaille un peu pour sa réélection. Et le deuxième, on travaille pour la postérité. Aujourd'hui, le président, il n'a pas à faire des calculs. Il travaille vraiment pour la postérité. Et les enjeux sont assez clairs aujourd'hui pour le Burkina. Nous avons des enjeux sécuritaires et des enjeux de la cohésion sociale. Et je pense que, en tout cas, juste après le Premier ministre et tout, il va avoir des annonces assez fortes sur ces sujets-là. Au niveau de notre programme, par exemple, je crois que dès le premier trimestre de 2021, il y a les assises sur la réconciliation nationale. On a vu Ouattara lors de son investiture déjà qui a annoncé la nomination des ministres en charge de la réconciliation nationale. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à des choses de ce genre Nous sommes dans une situation un peu différente, hein, pas aussi alarmante, parce que nous sommes allés à des élections assez sereines qui ne souffrent d'aucune contestation. Je ne dis pas que de l'autre côté c'était ainsi, mais nous, la cohésion sociale, nous travaillons depuis. Nous avons des entités comme le HCROUM, qui est composé de quasiment toutes les entités de notre société et qui travaillent vraiment tranquillement. Et aujourd'hui, nous attendons vraiment à juste une opérationnalisation de cela. Ben, ça veut dire que pour ce deuxième mandat, c'est moins diesel. Quand on annonce déjà pour la réconciliation dans le premier semestre, ça veut dire qu'on va très vite. On imagine qu'on ne mettra pas du temps avant de sortir un gouvernement comme en 2015. Non, je pense que non. Et des problèmes qui ont pu être conjoncturels en 2015 sont aujourd'hui structurels.
Donc vous voyez bien que c'est des sujets qui sont déjà travaillés en amont, consignés dans le programme. Donc là, dès l'annonce du gouvernement, c'est parti. Hein. Nous, cette année, nous sommes prêts. Si on doit faire un petit bilan des 5 ans qui viennent s'écouler en tant que regard, c'est vrai, vous êtes du parti, mais avec le regard extérieur de la diaspora, comment vous jugez ce bilan? Alors, le bilan, il est positif, malgré la situation sécuritaire assez difficile et aussi sociale très très difficile. J'ai l'habitude, en tout cas quand je défends le bilan, de citer des chiffres. Et il y a des moments où on dit on ne mange pas des chiffres et tout, mais aujourd'hui, c'est les éléments que nous avons en tout cas pour apprécier une situation économique ou une situation sociale, que ce soit à travers l'IDH ou les taux de croissance et d'autres indicateurs. Notre taux de croissance de 2015 à 2020 a suivi une évolution de l'ordre de 6%. 2020, c'est pas évident avec le coronavirus. Hein. Non, mais 2020, la perspective du taux de croissance en début d'année était de 6,7. Hein. Et même avec tout cela, avec le Covid... Oui, le premier trimestre. Et même avec tout cela, nous avons quand même un taux de croissance assez positif. Ce qui n'est pas le cas dans même des pays très développés. Hein. Leur croissance aujourd'hui est en dessous des euros. Donc c'est pour dire que avec le Burkina... Vous l'avez dit, on ne mange pas les chiffres. Les Burkinabés veulent voir du concret dans leur assiette, je vous donne des création d'emplois, etc. Et à ce niveau, il y a encore des attentes fortes. Je vous donne des cas concrets concernant des chiffres. Quand vous prenez, par exemple, le soin de l'enfant de 0 à 5 ans, aujourd'hui, c'est une réalité. Les enfants de 0 à 5 ans se soignent gratuitement au Burkina Faso. Il y a des difficultés quand vous interrogez les premiers acteurs qui sont les personnels soignants. C'est des œuvres humaines. C'est des œuvres humaines, donc c'est toujours susceptible de perfection. Mais il est là, c'est une réalité. Vous prenez par exemple les actes médicaux sur la femme enceinte, par exemple. Nous avons pratiqué quasiment plus de 53 millions, non, je crois, d'actes médicaux pour un coût de 100 milliards. Ce n'est pas des chiffres. On pourrait dire qu'on avance vraiment des chiffres comme ça pour satisfaire et tout ça. L'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces paramètres, quand vous les prenez, il a fait évoluer l'IDH. L'IDH, aujourd'hui, est un indicateur concret, l'indice de développement humain. Il est concret. La diaspora a trouvé son compte dans ce quinquennat? Ben oui, beaucoup même, puisque déjà, je vous donne des éléments, parce que ça, c'est un sujet que je connais très bien. Donc, quand le président est arrivé, la création des ministères pleins pour la diaspora, ce n'était pas le cas, il l'a fait. Les votes des Burkinabés de la diaspora, ce n'était pas le cas depuis l'indépendance. Il l'a fait. Le Forum national des Burkinabés de la diaspora, c'était demandé. Ce n'était pas le cas, il l'a fait. Donc, la promotion des compétences de la diaspora. Quand vous prenez aujourd'hui la diaspora, beaucoup de jeunes que je connais sont des conseillers spéciaux à la présidence. Certains sont peut-être devenus des ministres, d'autres des DG. Donc, vous voyez, la compétence de la diaspora, ce n'était pas le cas. Donc, c'est un ensemble de crédits vraiment à mettre dans la gouvernance. Et pour la diaspora, nous attendons à ce qu'on consolide cela. Consolider cela, c'est quoi? C'est garantir les acquis que nous avons et aller au-delà. Par exemple, les députés de la diaspora, et éventuellement accroître en tout cas la promotion des compétences. Et nous avons vraiment trouvé notre compte. Et si vous remarquez encore, chose assez curieuse, le taux de participation des élections de Burkina Faso de la diaspora est supérieur de 10 points le taux de participation sur l'échelle nationale. Nous avons fait 50% au niveau de l'échelle nationale du taux de participation. Au niveau de la diaspora, nous avons fait 60%. Sauf qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits aussi. Mais peu importe, c'est des pourcentages. et nous ne sommes pas aussi nombreux qu'au niveau national. Mais quand je regarde par rapport aux chiffres, je considère que, en tout cas au regard des chiffres, la diaspora s'est plus intéressée aux élections qu'au niveau national. Je ne fais pas d'opposition. Vos attentes pour ce quinquennat, c'est quoi? Les attentes au niveau de la diaspora. Les premiers défis, les grands défis pour le président. Alors, il faut synthétiser cela. Au niveau national, c'est ce que je venais de citer, c'est les défis sécuritaires et la cohésion sociale. Et ces éléments-là sont consignés dans notre programme dès le premier trimestre. C'est réconcilier les Burkinabés. Et je pense que, en tout cas, à travers le gouvernement qui va être mis en place, déjà même le gouvernement précédent, vous voyez que le ministère de la cohésion sociale était un ministère d'État. Ça veut dire quelque chose. C'est un signal déjà pour cela. Maintenant, au niveau de la diaspora, c'est de consolider ce que nous avons actuellement et aller au-delà à ce que la diaspora puisse avoir des députés, par exemple. C'est des choses que nous n'en avons pas et nous aimerons en avoir dans la Ve République. Beaucoup d'attentes. Et donc demain, pour l'investiture, ça sera au Palais des Sports. Oui. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir.
Merci beaucoup, Aubin Guébré. Ce fut un plaisir. Merci. Saka Coulibaly, on va s'arrêter pour ce sujet. Retour sur Actu avec notamment le décès de l'opposant malien Soumaïla Cissé. C'est une figure politique majeure du Mali qui disparaît. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique, est décédé cette semaine en France, décédé de Covid-19 à l'âge de 71 ans. Les observateurs de la scène politique malienne voyaient en lui pourtant le candidat parfait pour succéder à la junte au pouvoir. Mais voilà, le destin en a décidé autrement. Soumi est parti après de longues années de lutte politique, un homme qui connaît bien le défunt, l'homme politique burkinabé Zéphirin Diabré, un ami encore sous le choc. Il a accepté de nous parler ce soir de Soumaïla Cissé, témoignage émouvant et édifiant. Soumaïla Cissé et moi, on s'est connus autour des années 93-94. En 93, alors que j'étais ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines, c'est une mission de la Banque mondiale qui m'a parlé de lui pour la première fois. En me disant, il y a un ministre qui fait un excellent travail au Mali, et ce serait bien que vous fassiez connaissance. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'ils lui ont parlé à lui aussi de moi. Et donc, chacun des deux cherchait à connaître l'autre. Bon, et on ne se connaissait pas. Et à la faveur d'une réunion, je crois, de la CEDEAO, qu'on a fait le premier contact. Mais notre amitié s'est vraiment développée ou a vraiment commencé lorsque je suis devenu ministre de l'économie et des finances, après la dévaluation, et que lui donc était donc le ministre des Finances donc, de son pays. Que donc on était des homologues, voilà, des collègues de la même fonction. Et ça fait donc 26 ans. D'abord sur un plan très personnel, on a eu très rapidement une bonne entente qui ne s'est jamais démentie. Soumaïla était un aîné, il a 10 ans de plus que moi, mais il m'a toujours pris avec une grande affection. Quand il me voit, même aujourd'hui, il aurait dit « alors jeune homme », c'est comme ça qu'il m'apostrophe. On s'est soutenus mutuellement donc, dans les fonctions et après donc les chemins ont changé, à la fois pour moi et pour lui, mais on a gardé un contact tout à fait étroit. Et ça s'est doublé aussi de ce que j'appellerais une amitié politique, parce que son parti, l'URD, qu'il a donc créé donc, par la suite, et l'UPC, sont tous membres de ce qu'on appelle le réseau libéral africain. Nos partis sont donc les partis libéraux donc, de la sous-région, comme le RHDP du président Ouattara, l'APR donc, du président Macky Sall, le PDS du président Ouad, ou l'IFDG de mon frère et ami donc, Selou Dalen Diallo en Guinée. Le destin a fait qu'on se soit retrouvé aussi chef de file de l'opposition dans nos pays respectifs, et donc ça a encore renforcé nos liens, au-delà de ce qui était déjà personnellement très très solide. Nous partageons nos visions, nos craintes, nos espoirs, nos aspirations et aussi nos misères de politiciens dans le combat donc, que nous menons. Voilà un peu la relation vraiment très 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 proche que j'ai eue avec lui. Et il va sans dire que ça a été un grand choc pour moi. Sur le plan personnel, vraiment quelqu'un de très affable, très très ouvert, très très méticuleux et soucieux, en tout cas pour ce qui me concerne, de ceux qui lui sont chers. Un attachement à son pays. C'était un engagement qui transparaissait dans tout ce qu'il faisait. Une volonté vraiment de travailler et de réussir. Un défenseur de l'intégration africaine et sous-régionale. Et maintenant, sur le plan professionnel, bien entendu, une grande compétence, une très grande compétence. Soum, moi je l'appelle Soum, Soum est ingénieur informaticien de formation. Donc il a un esprit très structuré, très organisé. Et ça transparaît un peu dans tout ce qu'il fait comme action, et je suis persuadé que tous ceux qui l'ont côtoyé dans ces différentes étapes de la profession ont dû remarquer ça. C'est d'ailleurs un peu sur ce plan que sur le plan à l'extérieur, sa réputation a été établie d'être un homme très très compétent. Il a dirigé avec grand brio la commission de l'UEMOA ici, entre autres, après avoir été ministre dans son pays. Et c'est vraiment quelqu'un de très très compétent. C'est une perte cruelle pour le Mali, pour la sous-région et pour l'Afrique, c'est dommage. Si vous avez lu ses interviews, quand il est sorti donc de sa captivité, il a dit, je suis comme un élève qui a redoublé la classe, il faut que je prenne le temps
de me renseigner et de m'informer d'abord, avant de voir ce que je vais devenir, ce que je vais faire. C'est quand même quelqu'un de très prudent à ce niveau-là, qui sait relativiser les choses. Mais c'est vrai que les observateurs estimaient que s'il y avait demain des élections présidentielles, en tout cas, son parcours, sa place sur la scène politique et le respect que les uns et les autres lui accordaient, y compris même le fait que sa captivité a beaucoup changé son image favorablement au sein de l'opinion, et sa stature en faisait sans doute un candidat redoutable face à ses adversaires. Ça n'a pas été un opposant de tout le temps, puisqu'il a été d'abord dans le pouvoir avec Alpha Omar Konaré, dont il était l'un des compagnons, l'un des ministres. D'ailleurs, à la fin du règne des 2 mandats de Alpha Omar Konaré, quand on a fait les primaires au sein de l'ADEMA à l'époque, c'est lui qui les a remportés. Mais il a perdu la présidentielle face au général ATT. Voilà. Et c'est à ce moment-là que son cheminement a changé un peu. Il a accompagné ATT à un moment donné, et puis à la fin du règne de ATT, il est reparti donc au combat face au président Ibeka, qu'il a battu et qu'il a rebattu au moment d'être réélu. Donc il a eu à la fois une vie de pouvoir et une vie d'opposant. Ce n'est pas comme ceux qui, dans certains pays, ont passé tout le temps à être opposants. Mais c'est vrai qu'il est très endurant parce qu'il croit en ce qu'il fait, et puis il a une grande ambition pour son pays. Par exemple, il me disait que quand il était en captivité donc avec les otages, il m'a décrit en long et en large les conditions difficiles, mais il m'a dit, par exemple, sur le plan personnel, les gardes qu'il avait autour de lui, qui étaient toujours au nombre de 4 ou 5, le respectaient beaucoup. Il n'a jamais subi ni de violence, ni verbale, ni physique. Mais les conditions pratiques de vie, parce qu'il m'a dit, on dormait sous des arbres, parce qu'on était tout le temps mobile. J'ai dû changer, il dit qu'il a changé plus de 20 fois de place. Parfois en moto, parfois en voiture, parfois même à pirogue, parfois à pied. Voilà. Et on mangeait de la nourriture spartiate. Donc ces conditions dures. Il m'a dit que dans ce contexte-là, lui, la nuit, il réfléchissait un peu à un schéma de sortie de crise qu'il comptait proposer à Ibeka le jour où il serait libéré. Donc vous dites que même dans cette situation-là, il pensait à l'avenir du pays. C'est extraordinaire. Le témoignage de Zéphirin Diabré, ami de Soumaïla Cissé. Sur ce plateau, Kader Cissé, homme d'affaires, il a côtoyé Soumaïla Cissé. Bonsoir Kader Cissé. Bonsoir Aubin. Merci de répondre à notre invitation. L'homme, vous le connaissez très bien. Vous avez parcouru presque tout le Mali avec lui lors de ses différents meetings de campagne. C'est bien ça. Et merci. Permettez-moi quand même que je puisse présenter mes sincères condoléances à la famille du président Soumaïla Cissé, à son épouse et à ses enfants, éventuellement à tout le peuple malien et son parti URD et tous ses amis, surtout ses amis du Burkina et ceux qui sont dans le monde entier, particulièrement M. Lassine Diawara, qui est un très bon ami de M. Cissé et avec qui j'ai passé de très bons moments ensemble, les trois, et même le président Zéphirin Diabré, lors du dernier séjour du président Soumaïla Cissé. On était à trois, on discutait, donc permettez-moi de les présenter toutes mes sincères condoléances. Yako au peuple malien, Yako à la famille, Yako aux enfants, Yako à ses sœurs et à tous ses amis et ses partisans et au peuple malien. Merci. Oui, je disais tout à l'heure que l'homme, vous avez été à ses côtés lors des grands moments de campagne dans la conquête du palais de Koulouba, c'est bien ça? C'est vrai que j'ai eu la chance pendant ces 2 campagnes, ces 10 dernières années, d'être avec le président Cissé. À cause du président Cissé, j'ai fait le tour du Mali. Je suis allé même en profondeur du Mali et j'ai appris à connaître ce monsieur, quelqu'un qui aimait beaucoup son pays, qui avait beaucoup d'amour pour son pays, surtout le monde agriculture, le monde rural, et parce qu'il arrivait à les parler et il connaissait parce qu'il avait déjà dirigé la CNDT, qui est comme la Sofitex ici. Et sur le plan économique aussi, il était très proche des gens et c'est quelqu'un qui ne se fatiguait jamais. Je me rappelle, à la dernière campagne, nous sommes partis d'une ville pour aller à Mopti, non, à Caille. On s'est retrouvés entre la frontière de Mauritanie et du Sénégal. On était perdus. Nous sommes partis de 17h, nous sommes arrivés à 10h. Je pense que vous étiez là aussi, vous aussi, avec l'équipe de BF1. Et ce qui m'avait impressionné, on avait roulé toute la nuit. Et à un moment donné, le chauffeur du président Soumaïla Cissé était fatigué, il endormait. Il s'est levé, il a demandé au chauffeur de se mettre de côté, il a conduit jusqu'au matin.
Et ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et il se mettait au même niveau que tout le monde. Et c'était un monsieur qui était vraiment hyper organisé, qui avait une attention pour tout le monde et qui avait une oreille attentive, une oreille attentive. Écouté. Voilà, il avait une oreille Même attentive. le plus petit de ses militants. Voilà, donc il a un héritage politique énorme qu'on ne peut pas estimer. C'est une perte, c'est une grande perte pour le Mali et l'Afrique, parce que c'est un monsieur qui aimait beaucoup l'Afrique et qui aimait vraiment les Africains et qui avait une vision, parce que j'ai eu la chance beaucoup de discuter avec lui et d'aller dans des endroits où moi je ne pensais pas qu'on pouvait y aller. Vous-même, vous avez refusé d'aller à Kidal avec nous. Je me rappelle bien que quand on vous a proposé d'aller à Kidal, vous avez refusé. Mais le président Soumaïla prenait des risques. C'est vrai qu'on l'a vu pour le cas du Burkina où pas mal d'acteurs politiques n'ont pas pu rejoindre certaines localités liées à la question sécuritaire. Mais lui, justement, lors de ces différentes campagnes, malgré la situation sécuritaire, il tenait à faire le tour du pays. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'il a été enlevé. Moi, j'étais très embêté à un moment donné où je me demandais où on va. C'est aujourd'hui je me rends compte avec le recul qu'il prenait des risques parce qu'il aimait son pays. Il voulait faire comprendre le message. Au contact de la masse, du monde rural, du petit malien. On arrivait à des malien. endroits où il y a des gens qui attendaient à 3 h du matin pour qu'ils fassent des meetings. Et toute la journée, il n'avait pas mangé. Et il était content de rencontrer son peuple, d'aller en contact avec ces gens et de discuter avec eux. C'était un homme qui voulait vraiment savoir ce que les gens devaient attendre de lui. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Et il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas. Pour lui, il n'y avait pas de risque. Mais des moments où on roule et on se rend compte qu'on n'a plus de sécurité. 3 h, 4 h du matin, on va dans la zone. On est venu jusqu'à la frontière du Burkina ici, de Mopti. On a quitté Bamako, on est venu Sévaré, tout ça. La veille, il y avait eu une attaque à Sévaré. Et nous avons roulé jusqu'à la frontière du Burkina. Et nous avons fait demi-tour. Mais à 3 h, 2 h du matin, tu as personne. Nous sommes le convoi du président. Et c'est vrai que son adversaire, lui, utilisait les moyens aériens, mais lui préférait la voie, la route. Oui, parce qu'il se disait qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il fallait qu'il discute avec ses compatriotes et savoir qu'est-ce qu'ils attendent. Pour lui, c'était le dialogue. C'est l'écoute, l'attention. Il avait une hauteur. Il avait une hauteur. Il n'était pas dans la médisance. Il n'écoutait pas les gens qui faisaient de la médisance ou la duplicité. Il avait une hauteur. Et c'était un grand monsieur. Je me rappelle encore son dernier passage à Ouaga avec le président Zéphirin Diabré. On en discutait. Il disait au président Diabré, écoute un peu ce que Kader dit. Et puis on a rigolé un peu parce qu'il aimait bien écouter. Et il était attentif. Ce n'était pas un homme d'argent. Ce n'était pas un homme qui avait des intérêts, Non. Moi, je n'ai jamais vu le président Cissé qui se plaint pour de l'argent, qui se plaint pour des choses inutiles, non. Et il savait organiser. C'était un homme organisé. Seka Coulibaly, c'est vrai que c'est un homme dont la réputation, la sociabilité allait au-delà du Mali. On l'a vu pour son passage ici à la tête de la commission de l'UEMOA, que beaucoup de Burkinabés se reconnaissaient en l'homme. Oui. Je présente aussi mes condoléances à sa famille, à tout le peuple malien, à la classe politique aussi. À l'annonce du décès de Soumaïla Cissé, je me suis dit tout de suite que c'était un gâchis, dans la mesure où il apparaissait maintenant comme étant le favori de l'élection présidentielle après la transition au Mali, pour la raison qu'aujourd'hui, c'est lui, en quelque sorte, qui a le plus de surface politique. La figure légitime. Voilà, une figure légitime, mais aussi par rapport à ses concurrents potentiels. Et quand vous faites le point de la scène politique malienne aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui sont à son niveau en termes donc de vécu politique et d'expérience. Et Dora aussi. C'était presque un boulevard pour lui, pour le pouvoir enfin. Après toutes ces années de lutte politique qu'il a pu mener. À l'extérieur, effectivement, notamment avec la présence de la commission, il a su imposer une image sans tâche, dans la mesure où son prédécesseur avait quitté un peu la présidence avec beaucoup de problèmes liés à des histoires du marché de corruption qui avait émaillé la présidence. Et lui, il a fait ces 2 mandats sans aucune difficulté.
Et cela lui a été reconnu par, disons, la communauté internationale, en quelque sorte, en particulier dans la sous-région. Et je crois qu'à l'élection présidentielle du 2017, il a remporté les suffrages au niveau du Burkina Faso face à Ibeka. Donc, c'est pour dire qu'il était quand même, en quelque sorte, légal de Ibeka, même s'il n'a pas gagné l'élection dernière. Et cela lui faisait un strapontin pour l'élection à venir. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Le coup du destin. Le destin en a décidé autrement. Quelque part du palais de Kourouba. On déplore aujourd'hui qu'il n'est plus là aussi brutalement. C'est vrai qu'il faisait partie de la catégorie d'âge sensible pour le coronavirus. Mais quand même, à le regarder, on ne lui donnait pas tout cet âge-là. Moi aussi, j'ai été surpris d'apprendre qu'il avait 71 ans. Parce qu'il fait assez jeune, du point de vue de l'esprit aussi, du point de vue des thèmes qu'il aborde souvent, ce n'était pas quelqu'un de dépassé. Et je pense quelque part qu'il était un peu l'homme de la situation pour remettre le Mali à l'endroit. Après toutes ces expériences passées, 2012 et l'épisode Ibeka, c'était un moment où le peuple malien et la classe politique malienne en étaient arrivés à une sorte de maturité. Et si il arrivait à être candidat à l'élection présidentielle, je pense que c'est cette maturité de la classe politique et du peuple malien qui se serait manifestée, en particulier si Soumaïla Cissé avait été élu. Malheureusement, le cours politique du Mali va prendre une autre direction. On verra bien dans les jours à venir. C'est vrai que comme son ami Zéphirin Diabré, c'est l'homme aussi qui a aussi l'homme du consensus qui a toujours été républicain également. Oui, effectivement. Il a été à l'opposition dans le parti après donc, le départ d'Alpha Omar Konaré du pouvoir. C'est lui qui représentait le parti. Et par la suite, ATT avait créé une sorte de situation politique inédite qui était une sorte de consensus général. Démocratie consensuelle. Voilà, une démocratie consensuelle où tout le monde était derrière le chef de l'État. Et il n'y avait plus d'opposition, il n'y avait plus de contre-pouvoir. Certains analystes disent que c'est là qui a créé aussi une sorte de dérive qui a conduit au coup d'État de 2012, si bien que finalement, après cette élection, on est revenu au clivage normal, opposition-majorité, et avec le parcours qu'on a pu connaître. Oui, et c'est quelqu'un qui a supporté cette opposition malienne, c'est un leader. Vous savez, si vous vous souvenez bien, en 2012, comme M. Koulibaly le disait, j'étais à ses côtés quand on l'a annoncé, parce que si vous vous rappelez bien, il y avait déjà, au premier tour, il y a eu quelqu'un qui disait, un observateur qui disait que Ibeka l'avait eu au premier tour. Soumaïla est resté calme. Et 2 jours après, ils se sont rendus compte réellement qu'il fallait au deuxième tour. Ils sont allés au deuxième tour. C'était très tendu. C'était très tendu parce que j'étais avec le président Soumaïla matin, midi et soir. Jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin, on était tous les jours ensemble. Mais c'est un monsieur qui s'est mis au-dessus parce que c'est un démocrate. C'était un démocrate. Je me rappelle quand il a fini le deuxième tour. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Fais ça, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Je tais le nom, mais la personne se reconnaît, m'a appelé un jour pour me dire, dis à mon frère, c'est pas la peine de faire la guerre. Je suis rentré, je lui ai dit, tonton, il me dit oui. J'ai dit, voilà ce que ton frère dit. Il a souri. Il a pris sa femme, ses enfants, pour qui vraiment, je tiens vraiment encore à souhaiter. C'est une grande dame, Madame Assa. Il a pris sa femme et ses enfants, il est allé voir Ibeka. Il lui a dit, vous avez gagné le pouvoir parce qu'il voulait donner l'exemple. Pendant que les 10 dernières années passées, 6 mois avant, le président Djangoudou avait eu des difficultés même au palais. Il a donné notre image au Mali. Il est venu, il a dit, mon frère, tu as gagné, je viens te féliciter. Cette image, on ne pourra jamais l'enlever dans la tête des Africains parce qu'il a prouvé que c'est la démocratie. Il a mis la démocratie en avant, il a mis le peuple malien en avant parce qu'il voulait vraiment l'apaisement. Et c'est quelqu'un qui a été toujours comme ça. Il était toujours dans l'apaisement, même dans le dialogue. C'est un homme qui aime bien organiser, qui aimait bien organiser et qui aimait discuter. Mais il était d'une grandeur qu'on ne peut pas imaginer. Mais vraiment, c'est une perte, c'est une grande perte pour le Mali et l'Afrique.
Une grosse perte pour le Mali et pour l'Afrique. Merci, Kader Cissé, pour ce témoignage. Merci. Ça sera tout pour cette page triste. La fin de la 7e législature à l'Assemblée nationale. Cette semaine, les députés se sont dit au revoir. Certains reviendront, c'est sûr. Mais qui du président du Parlement, Bala Alassane Sakandé, sera-t-il reconduit à la tête de l'Assemblée nationale? Visiblement, oui. Le oui semble donc dominer. Chez les députés sortants, en tout cas, l'homme a visiblement convaincu. Clôture en ce 22 décembre à l'hémicycle. La plénière du jour que 110 députés ont honoré de leur présence marque d'abord la fin de la 2e session ordinaire de l'année. Ensuite, elle consacre la fin de la 7e législature. Et enfin, elle sonne la fin du mandat pour tous les élus. Même si nombre d'entre eux reviendront pour la 8e législature, il y a ceux aussi qui quittent l'Assemblée nationale pour au moins 5 ans. Ambiance d'au revoir ou d'adieu, on pense rester parlementaire dans l'âme. Non, pas de regret, parce que la lutte politique, c'est comme ça. Hein. Il y a une vie avant la politique, il y a eu une vie pendant la politique et il y aura toujours une vie après la politique, après l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. La lutte va continuer, le combat va continuer. Je m'évertuerai à poursuivre cela, surtout en faveur des femmes. Aujourd'hui, mon parti n'a pas été reconduit. Mais je pense que c'est parce que je ne suis pas député que je ne peux pas réinvestir, que je ne peux pas interpeller toujours, que je ne peux pas encore écrire, que je ne peux pas donc faire en sorte pour apporter ma contribution dans des propositions de loi ou dans des pétitions qui puissent permettre effectivement d'élever le niveau de la démocratie dans notre pays. C'est-à-dire que la sanction du peuple, il faut l'accepter comme telle et me préparer pour les futures échéances. C'est ça aussi, être un politicien. La 7e législature peut se satisfaire du bilan de son mandat. 231 lois votées, 54 résolutions prises, 11 missions d'information menées et 7 commissions d'enquête parlementaire initiées. Il y a de quoi penser qu'on a été au four et au moulin. Nous n'avons pas du tout eu de repos pendant ces 5 années. C'est fier et content d'avoir accompli un devoir bien mérité et un devoir de privilégié que nous partons le cœur léger à la fin de cette session. C'est la première fois qu'un Parlement a eu un plan stratégique financé par des bailleurs de fonds extérieurs et par le budget de l'Assemblée et qui a porté de fruits pour notre visibilité, notre notoriété, mais notre sens élevé de pouvoir donc remplir la mission parlementaire. À la tête de cette 7e législature, il y a cet homme, Bala Alassane Sakandé. Il a mené l'institution d'une main de maître et avec le pragmatisme d'un leader d'institution. En ce 22 décembre, son discours ressemble à celui d'un au revoir. Tout en me témoignant de votre fructueuse collaboration, je vous resterai infiniment reconnaissant. De cette enrichissante aventure commune, l'une des grandes expériences personnelles dont je tire, c'est que le chef de Parlement n'est rien, ni ne peut rien, sans les autres membres de l'institution. Et c'est peut-être ce sens de l'écoute qui milite en sa faveur. Il aura marqué ses pairs en 3 années au perchoir. Et il lui en faut plus pour faire davantage preuve de charisme, pensent certains. Je suis à mon 3e mandat avec beaucoup de présidents de l'Assemblée nationale. Votre genre, en tout cas, est rare dans mon circuit. Donc je souhaite que vous puissiez prendre encore cette tâche de manière à ce que notre pays connaisse plutôt d'autres façons de faire que de se battre pour un poste. Au-delà de ma position d'opposant, j'ai eu en tout cas à travailler avec un homme d'État. Je pense qu'il peut être très utile pour la République, pour tout le peuple. Ces qualités d'homme consensuel et d'homme d'État décrites par les députés permettront-elles à Bala Alassane Sakandé d'être porté à la tête de la 8e législature? Ce sera aux députés d'en décider la semaine prochaine dans un contexte de recherche de consensus au niveau national. Visiblement, il reviendra au perchoir, visiblement, Bala Sakandé. Ça se précise. Oui.
A priori, je pense que dans le contexte où on se trouve, ce serait un accident qu'il ne revienne pas comme président de l'Assemblée, étant donné que sa majorité a été reconduite, même confortée, avec plus de députés encore. Donc, est-ce qu'il y a le consensus à l'interne? C'est toute la question. La logique voudrait que ce soit lui qui revienne. Non seulement parce que c'est un peu les usages comme ça, mais il faudrait expliquer pourquoi il ne serait pas réélu. Donc, à moins d'un bouleversement interne majeur que nous ne voyons pas, je pense que ça indique que... On a pendant longtemps parlé des tendances aussi. Oui, il y a des tendances. Déjà parce qu'en perspective, il y a 2025 aussi qui se prépare. Oui, il y a tout cela se met en ligne de calcul. Mais je sais que les supputations qui se font à l'intérieur de la majorité, il faut peut-être plutôt penser à ce qui se dit au sein du CDP, du MPP, pardon, qui est le plus grand parti de la majorité parlementaire, parce que les autres, de toute façon, ne peuvent pas désigner un président du Parlement. Donc c'est plutôt les courants qui ont lieu au sein du parti majoritaire qu'il faut considérer. Avec des alliés de taille comme le NTD, par exemple. Oui, comme le NTD, oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas à eux seuls capables. Est-ce que tous les députés du MPP sont pro-Alassane Sakandé? C'est toute la question. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce ne sont pas des questions qui se décident avec la démocratie au sens large que nous connaissons, où on demande à chacun qu'est-ce qu'il pense de cela. C'est la question politique, la question des lignes et la question institutionnelle qui est mise en considération ici. Il peut y avoir des surprises lors des votes. Oui, déjà, il va falloir qu'il y ait des candidats différents. Je ne pense pas qu'un parti aussi organisé qui sort vainqueur d'une élection... Il n'y aura pas deux candidats au d'une élection, ce n'est pas certain qu'il y ait plusieurs candidats. Donc s'il n'y en a même pas plusieurs, je ne pense pas qu'il y ait un bouleversement à ce niveau-là. Merci. Le professeur Fangassé Mahamadou Diarra, économiste enseignant à l'université Norbert Zongo, est avec nous. Il vient nous parler de l'accord post-Brexit entre l'Angleterre et l'Union européenne et les implications pour le processus d'intégration en Afrique. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Robert. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. Merci. Alors, accord économique post-Brexit, acté le 24 décembre dernier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un accord gagnant-gagnant? Pourquoi? Oui, entre les deux partenaires, c'est-à-dire l'Union européenne des 27 pays et puis le Royaume-Uni, c'est un accord gagnant-gagnant. C'est pas pour rien. Les négociations étaient très houleuses. Et le point d'achoppement était notamment les questions liées à la pêche. Parce que n'oubliez pas que l'Union européenne, c'est un marché commun. Et un marché commun veut dire que vous êtes, pour toute unité peut s'installer dans n'importe quel pays membre de l'Union. Et à ce titre, les pêcheurs des 27 pays pouvaient donc exercer librement sur les côtes britanniques. Et avec la fin, avec le Brexit, donc le Royaume-Uni n'étant plus membre, donc il ne pouvait plus opérer sur ces côtes-là. Et donc il fallait trouver un accord pour pouvoir maintenir l'activité jusqu'à 2026. Ils vont pouvoir renégocier dans d'autres accords. Et donc finalement, chacun trouve son compte. Naturellement, chacun trouve son compte parce qu'il fallait négocier. Le véritable problème, c'est que l'enjeu majeur, c'est qu'il y a beaucoup plus de pêcheurs des 27 qui exercent au niveau de la Grande-Bretagne que des pêcheurs britanniques qui seront au niveau des côtes européennes. Donc c'est ça qui était l'enjeu. Et je vais dire c'est le point essentiel même qui a été vraiment largement discuté, mais il y a également d'autres accords, d'autres éléments qui étaient en ligne de compte. C'est vrai qu'on dira aussi que ça n'a pas été facile pour le Premier ministre britannique, mais finalement, il arrive à quelque chose. On a vu tous ces changements de Premier ministre à cause de cette situation du Brexit. Alors, ça peut paraître lointain pour l'Afrique, et pourtant, cet accord impose quand même une redéfinition des rapports avec l'Union européenne et avec l'Angleterre. Naturellement, pour les pays ou la plupart de nos pays qui entretenaient des relations commerciales avec l'Union européenne, et donc avec le Royaume-Uni, ces pays doivent pouvoir donc redéfinir leur politique, étant donné que le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Donc notamment les accords de partenariat économique, les APE, qui permettaient donc aux pays membres de la CEDEAO d'avoir les mêmes préférences. Au niveau de l'Union européenne, ces préférences ne vont pas exister lorsque le Royaume-Uni va se retirer, de l'Union européenne. Donc ça fait qu'il faut renégocier
d'autres éléments, d'autres accords, d'autres préférences. Mais le hic, comme je le dis chaque fois, c'est le fait que les négociations ne sont pas allées à travers les commissions de la CEDEAO ou de l'UEMOA. C'est que chaque pays s'est empressé donc de chercher donc à avoir un accord bilatéral entre les nouveaux sortants. Et bien sûr, donc, il s'agit donc de la Côte d'Ivoire et dans une certaine mesure du Nigeria. Pour vous, là, c'est un symbole de l'individualisme dans une dynamique communautaire. Oui, parce que l'union douanière que nous connaissons avec la CEDEAO, ça veut dire l'union douanière, c'est une politique commerciale, des politiques commerciales communes. Donc, lorsqu'il doit avoir un accord qui doit être négocié entre un État membre de la CEDEAO et un pays tiers, cet accord doit être mené dans le cadre de la Commission. Puisque aucun pays membre ne doit avoir une politique commerciale individuelle. Alors, du reste, les APE a été signé donc en 2014. Il faut vraiment s'interroger sur ce comportement de ces pays à avoir des accords bilatéraux. Mais c'est ainsi fait notre processus d'intégration parce que souvent, il y a des accords qui sont signés mais qui ne sont pas très bien acceptés et suivis donc, sur le terrain. Et pourtant, c'est encadré, il y a des textes. Naturellement, il y a des textes existent. Vous savez qu'il y a des textes, vous savez que vous devez pouvoir circuler de Ouagadougou jusqu'à Abidjan sans problème. Il y a des textes, mais vous connaissez les tracasseries. Donc c'est tout cet ensemble d'éléments-là qu'il faut regarder. Lorsqu'on parle de processus d'intégration, ça ne doit pas être sur le papier. On doit aller donc sur le terrain pour dire aux uns aux autres, nous avons signé des accords, voilà les implications en termes de mieux-être pour les populations. Le problème, c'est le manque de sanctions, tout ça. Oui, mais si vous voulez sanctionner, et vous les leaders, vous allez le sanctionner. C'est vrai que pour la Côte d'Ivoire et un pays comme le Nigeria, c'est quand même ça le problème. La locomotive. Voilà, le leader doit donner un bon exemple. Mais si c'est le leader qui s'érige en mauvais élève, vous voyez les conséquences. C'est ça le problème. Et quelles peuvent être les leçons à tirer justement pour le continent? Vous parlez tout à l'heure de l'union douanière, avec tout ce que cela implique, mais c'est aussi une question d'intégration qui est posée là à travers l'attitude de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. On parlait encore de cette monnaie. Oui, puisque pour aller vers la monnaie unique, qui est l'ECO, il faut d'abord traverser un certain nombre de phases. Et parmi ces phases, il y a l'union douanière. C'est pourquoi le texte CEDEAO est rentré donc en vigueur depuis 2015. Et ça, ce préalable a été franchi. Maintenant, comme nous le disons, lorsque le tarif est rentré en vigueur, est-ce qu'il est respecté? Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, lorsque nous avons franchi donc l'union douanière, on doit pouvoir respecter un certain nombre de critères, naturellement, pour pouvoir aller vers la monnaie unique. Et vous les connaissez, c'est les mêmes critères que nous citons ici. Maintenant, une condition fondamentale, c'est le volume des échanges entre nous, les pays partenaires. Donc, au lieu de chercher donc, à asseoir une politique industrielle digne de ce nom, qui permet donc à nos États d'échanger entre eux et de ne pas viser vers l'extérieur, on s'intéresse donc toujours à ce commerce, je dirais, complémentaire. C'est-à-dire vous exportez des produits de base et en retour vous importez des produits un peu manufacturés. Ça fait 60 ans que nous sommes dans ça. Notre véritable problème en Afrique, c'est d'avoir pensé une processus d'intégration sans mettre ça en lien avec la politique industrielle. L'intégration, c'est un instrument de développement. Et comme vous ne pouvez pas vous développer sans industrie, on ne peut pas faire de l'industrialisation, de l'intégration sans industrialisation et puis dire que nous allons nous développer. C'est le cas de la zone de libre-échange continentale. Tant que les politiques industrielles vont rester les mêmes, il n'y aura aucun changement avec la zone de libre-échange. La zone de libre-échange dit ceci. Vous voulez vendre par exemple de l'huile à la Côte d'Ivoire. Le fait qu'il y ait un droit de douane, ça fait que votre huile ne sera pas compétitive sur le marché ivoirien. Donc si on supprime ce droit de douane, on doit pouvoir aller vendre. Mais cela veut dire que vous avez produit l'huile. S'il n'y a rien à vendre, quel serait l'intérêt? En fait, c'est ça l'enjeu majeur. Donc le processus d'intégration n'a pas d'enjeu pour les pays entre nous, tout simplement parce que le processus de production n'a pas suivi. On met la charrue avant les bœufs, finalement. Ça doit être de pair, ça doit aller de pair. C'est-à-dire, l'industrialisation, pour réussir l'industrialisation, il faut un marché. Or, l'intégration permet de construire le marché.
Donc nous n'avons pas su donc mener le processus d'intégration donc en lien avec les politiques industrielles. Et c'est ça le problème. Et donc la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, si rien n'est fait au niveau donc des processus de production, il n'y aura aucun effet à terme. Mais toute la difficulté, c'est encore une fois cela. Quand des pays leaders se mettent en dehors d'un processus qui est engagé, ça veut dire peut-être qu'ils n'y croient pas. Non, pas toujours. Hein. Il faut dire que moi j'ai fait de l'activisme sur la question des APE, par exemple. Pendant 10 ans, on a bloqué le processus de signature. Il faut dire que déjà sur la question des APE, la Côte d'Ivoire et le Ghana, par exemple, ont signé des accords intérimaires avant que la CEDEAO n'arrive à une conclusion. Et ils expliquaient que, comme ce sont des pays qui ont des échanges plus importants hein, que, par exemple, les autres pays, eux, ils sont obligés de veiller à leurs intérêts dans l'immédiat. Autrement dit, s'ils doivent attendre que l'accord global soit signé, ils vont avoir beaucoup de pertes qui sont des pertes budgétaires très importantes. Voilà pourquoi ils sont obligés de signer des accords intérimaires. Et le même cas revient encore avec le Brexit, où ils sont obligés de faire ce qu'on appelle des accords de sauvegarde, c'est-à-dire pour sauvegarder leur économie, en attendant que la zone... Le gros problème, comme le dit le professeur, c'est que l'ensemble, le groupe ne marche pas vite, assez vite, je veux dire, et ne marche peut-être pas dans la bonne direction pour que les évolutions que nous connaissons, le tarif extérieur commun, la zone de libre-échange, soient des étapes qui permettent un développement conséquent des économies de nos différents pays. Alors, il n'y a pas de production conséquente. Nous sommes des vendeurs de matières premières brutes. Donc, en réalité, quand nous créons ces zones-là, l'Union douanière ouest-africaine, la zone de libre-échange africaine continentale, c'est même un danger pour nos économies dans la mesure où ce n'est qu'une ouverture pour les économies qui fonctionnent. Ça veut dire que quand un produit chinois rentre, que ce soit en Tanzanie, en Afrique du Sud ou en Mauritanie, ce produit-là peut circuler très librement sur l'ensemble du continent africain à cause de la zone de libre-échange. C'est ce que ça signifie. Du coup, même les petits espaces que nos économies sauvegardaient, même je vais parler de l'économie vivrière, elle va être en danger. Pour la simple raison que maintenant, on peut produire suffisamment de mil quelque part, et puis vous les fournir à bon prix, en quantité, avec des engrais ou des OGM, je ne sais pas. Ça reste une grosse équation. C'est un gros problème. Professeur, on l'a vu que pour l'Union européenne, quand même, on parlait tout à l'heure de locomotive, le couple franco-allemand, qui a réussi quand même à donner le ton, la dynamique. Ici, c'est vrai, on parle, les panafricanistes, on parle, il faut aller vers ça, on accuse permanemment la France, mais il y a qu'on a à l'intérieur même d'abord un problème de leadership. Oui, c'est vrai que l'intégration en Europe a eu un but ultime, c'est qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont dit plus jamais ça. Or, pour que ce genre de désordre n'arrive pas, il faut que les intérêts économiques soient vraiment interliés. Si je sais que vous me devez, je serai le dernier à dire aux gens de vous envoyer en prison. Donc c'est ce principe. Donc il fallait effectivement que vraiment on construise la paix, et la paix ne s'opère qu'à travers l'inter-relation au niveau des échanges économiques. Ça, c'est un enjeu majeur. Et là-bas, vous savez que le leader en la matière, c'est l'Allemagne qui a vraiment joué son rôle en termes de conduite même du processus, mais en termes également de sauvegarde d'elle-même ses intérêts. On a vu effectivement avec la crise ce qui s'est passé. À la limite, c'était un diktat. Donc souvent, il faut qu'il y ait un leader pour que l'intégration réussisse. Et c'est souvent ce qui manque dans nos pays. Quand vous prenez par exemple l'Afrique centrale, notamment la CEMAC, mais c'est souvent catastrophique. Ça veut dire le conflit entre le Gabon et le Cameroun a noyé tout le processus. C'est-à-dire vous avez, je vais le dire de façon peut-être crue, vous avez bien sûr un processus d'intégration sur le papier, mais en termes réels, franchement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous êtes à une union monétaire.
Or, pour aller au Gabon, donc à Guinée équatoriale, faire un visa, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est des questions réelles. Et là, comme vous le dites, au lieu qu'on nous interpelle nous-mêmes, qu'il y a un problème, on préfère donc jeter l'anathème sur d'autres pays, soit disant qu'ils sont à la base de nos divisions. Personne ne viendra organiser vos intérêts à votre place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, dans le processus actuel, s'il n'y a pas un pays leader, il ne faut pas, par exemple, dans le cadre de la CEDEAO, que le Nigeria, qui est l'autre géant, soit en conflit permanent avec, par exemple, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal, parce que tout simplement, il y a des intérêts divergents. Il faut pouvoir taire ces intérêts, il faut négocier. Et on comprend l'APE que CEDEAO a vraiment traîné, compte tenu, comme il vient de le dire, donc des lourdeurs au niveau des négociations. Mais en 2014, on a pu arriver à l'échéance, à signer l'accord, parce qu'on a dû prendre en compte à un moment donné les intérêts égoïstes du Nigeria, tout ça. Donc, il faut comprendre, il faut négocier, mais l'essentiel, c'est d'aller en bloc. Il faut vraiment éviter donc de faire cavalier seul dans le cas d'espèces parce que vous en devenez vulnérable. Mais comme M. Koulibaly l'a dit, c'est des accords intérimaires et on espère que les différentes commissions vont se mettre au travail pour qu'on puisse donc clarifier dans ce genre de situations. C'est peut-être aussi que vous, experts, spécialistes, n'arrivez pas à proposer la bonne formule aux politiques. Oui, c'est peut-être ça également, parce qu'il faut d'abord avoir une vision prospective de la chose, mais souvent la réflexion stratégique manque sous nos cieux. Donc on préfère donc se cantonner à ce qu'on fait habituellement. On a toujours fait comme ça, comme on aime à le dire. Et c'est ça qui fait que souvent, quand on est en retard par rapport à des questions urgentes sur lesquelles on devrait trouver des solutions, il y a peut-être 5 ans. Parce qu'au moment où la décision est prise, la réflexion devait être menée 5 à 10 ans en arrière. Et c'est ça qui manque. La réflexion stratégique manque beaucoup dans nos pays. On est surpris parfois, par moments. Mais la question aussi économique est un peu liée à la question politique. Quand les complotistes vous parlent de l'Europe qui a encore ce poids, c'est aussi que quand le politique, quand le pouvoir vous est donné avec la bénédiction de la France, par exemple, c'est difficile aussi de l'émancipation et de s'assumer. Peut-être ça? Oui, nous pouvons regarder également ces questions, ce qu'on appelle de l'économie politique, c'est normal, parce que chaque grande puissance sauvegarde ses intérêts. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on vous empêche, vous, en tant que pays indépendant en Afrique, donc, de vous asseoir, définir des objectifs et pour les poursuivre de façon commune. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'il est bon de... On nous a dit, par exemple, qu'il ne faut pas mettre en place une politique industrielle commune pour pouvoir, par exemple, favoriser l'émergence des tissus industriels. On ne l'a jamais dit. Au contraire, au lieu qu'on oriente nos ressources vers ces secteurs porteurs, donc on préfère donc les orienter vers d'autres porteurs. Et on attend encore de ces bailleurs de fonds-là qu'ils viennent financer notre industrie. C'est pas possible. Donc, vous comprenez. C'est tout le paradoxe, malheureusement. Merci, professeur. Merci. Oui. La sonnette d'alarme du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Ils s'inquiètent pour la liberté de la presse au Burkina Faso. Intimidation, menace de mort. Ces derniers mois, plusieurs journalistes burkinabés en ont été victimes. Tous ont relayé les intimidations et les menaces dont ils disent faire l'objet sur leurs différents comptes Facebook. Ladji Bama, journaliste d'investigation bimensuel au Courrier confidentiel, victime d'un tir de projectile sur son véhicule le 10 novembre dernier. 10 mois plus tôt, il voyait son véhicule et sa maison attaqués au cocktail Molotov. Seri Baoula, journaliste à la radio nationale, lui, son domicile a essuyé des tirs de balles le 2 décembre dernier. Quant à Sidiki Dramé, secrétaire général du SYNATIC, syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, il a reçu des menaces de mort dans un message laissé sur le portail de son domicile dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier. Face à cette situation, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques se dit plus que jamais inquiet. Chrysogones Zougoumouré et ses camarades veulent prendre l'opinion publique à témoin afin d'éviter un autre cas Norbert Zongo au Burkina Faso. En 97-98, c'était la même chose avec Norbert Zongo. Là, qui se disait, oh bof, il raconte sa vie, il raconte sa vie, il n'est menacé nulle part, jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Je pense que là-dessus, il faudra que nous restions sur nos gardes.
que nous soyons soudés, que nous soyons déterminés pour faire échec à tout plan de liquidation de qui que ce soit parmi nos rangs. Le procureur du Faso affirmait le 5 décembre dernier qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur ces cas de menaces et d'intimidation de journalistes. La procédure suit son cours selon le représentant du centre de presse Norbert Zongo. Sur le même sujet, le ministre de la Sécurité a aussi été saisi. Ce regroupement d'organisations des droits de l'homme veut ainsi prendre le taureau par les cornes avant que l'irréparable ne se produise. Elles mettent alors l'État face à son devoir de protection des citoyens burkinabés sans distinction, car selon Chrysogon Zougmoré, des militants de l'ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse, font aussi l'objet de menaces dans le Yaga, province dans laquelle 2 militants de la même organisation ont été assassinés le 31 mai 2019. Et plus d'1 an après, la justice se fait toujours attendre. Et invité de cette info, le 2e adjoint au maire de Ouagadougou, Adama Sana. C'est une tradition. À chaque fin d'année, le conseil municipal mène une série d'activités. Monsieur le 2e adjoint, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Okay, merci. C'est vrai que le contexte oblige, la tête n'est pas à la fête, mais la mairie respecte sa tradition. Il y a une série d'activités en vue justement pour cette fin d'année. Ok, c'est vrai. Je voudrais dire que c'est Amadou au lieu d'Adama Sana. Amadou, okay. Excusez-moi, autant pour moi. Ok, c'est vrai. Je voudrais, dans un premier temps, rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, mais sans ignorer que beaucoup sont tombés sur le front. Présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées et également souhaiter prendre l'établissement aux différents malades. Ceci étant, c'est vrai, c'est dans la tradition que nous organisons, en tout cas les festivités du comité communal d'organisation de fin d'année. Il faut dire qu'en 2019, avec le Covid, nous l'avons suspendu pour reprendre cette année. Il s'agit pour nous essentiellement de rendre hommage... 2019, c'est plutôt la situation sécuritaire. C'est la situation sécuritaire et aussi bien la maladie qui s'est invitée, et le coronavirus qui s'est invité également. Il fallait véritablement que nous respections cela, mettre des dispositions pour que nos populations soient à l'abri, en tout cas, de cette pandémie. Et cette année, ce n'était pas évident, mais bon... Avec la situation, nous avons pris les choses en main pour mettre en avant les mesures barrières ou à permettre. Il s'agit pour nous, en fait, de rendre hommage aux différents corps de défense et de sécurité et aux chefs coutumiers, et aux chefs coutumiers religieux, et la solidarité avec des visites aux franges sociales les plus défavorisées et l'installation des coordinations des associations de la commune de la ville de Ouagadougou. C'est essentiellement des activités que nous avons concoctées pour cette année. De cette année assez sobre, voilà, c'est une visite pour galvaniser tous ces éléments des forces de défense et de sécurité qui travaillent pour nous assurer la quiétude au niveau donc du territoire communal. C'est bien ça. C'est aussi des activités d'ordre social. Autant donc, pour finir, ça veut dire qu'il n'y aura pas ce côté festif comme on l'a connu de par le passé, cette année encore. Évidemment, en ce qui concerne le côté festif, nous l'avons suspendu. Et vous savez que pour en même temps prôner les mesures barrières et autres, et en même temps vouloir en tout cas la fester. Il faut dire que très rapidement, en 2019, lorsque la situation s'est invitée, nous avons mis des comités de suivi et de pilotage dans tous les 12 arrondissements. Voilà, dans 12 arrondissements, pour permettre aux maires d'arrondissement et les conseillers municipaux de procéder, en tout cas, à une sortie de sensibilisation sur des publics cibles, c'est-à-dire les mosquées, les marchés, les lieux, pour dire que les lieux de culte, en tout cas, un certain nombre de nos citoyens, pour passer vraiment véritablement la sensibilisation. Aussi bien, le maire a fait sortir une note demandant aux arrondissements de réduire le budget et faire remonter ça au niveau de la commune, afin que nous puissions être très regardants, en tout cas nos citoyens au niveau de la commune de Ouagadougou. Donc de ce point de vue-là,
nous ne pouvons pas prendre en compte ce que nous avons l'habitude de faire chaque année, c'est-à-dire que le 31 décembre... Les ressources ont été réorientées vers ces questions de l'heure, ces questions essentielles comme la question sanitaire. C'est bien ça. C'est vrai que 2020 a été une année assez difficile hein, pour la commune. On imagine que même pour la collecte des ressources, ça n'a pas été évident avec ces fermetures de marchés IA, etc. Ça a dû impacter le budget de la commune. En effet, avec les fermetures des différents lieux de commerce et autres, en toute chose, il faut faire le sacrifice et prendre en compte, mettre l'être humain au centre de nos préoccupations. Je crois que c'est en cela que la commune a pris en toute responsabilité, s'est investie, aller vers les citoyens de la ville de Ouagadougou pour leur dire de vive voix que la maladie existe. Donc attention, il faut que chacun individuellement prie, collectivement et collectif, puisse en tout cas s'engager afin que la maladie ne puisse pas passer dans les différents foyers, dans les différentes familles. Alors, les différentes mesures restrictives ont sûrement impacté les recettes de la commune. Je suppose que derrière aussi, ça a impacté l'investissement cette année, en 2020. Oui, il faut dire que quand vous prenez, par exemple, il y a certains aspects, par exemple, au niveau de la commune que nous avons habituellement, nous inscrivons ça au niveau des lignes budgétaires, nous étions obligés de les supprimer. Voilà, nous étions obligés de les supprimer et faire face, en tout cas, à la réalité, en tout cas, de la nouvelle donne. Sans oublier que la commune aussi, il y a eu ces moments d'inondation aussi, qui n'ont pas épargné les Ouagalais. Oui, c'est vrai que la question d'inondation est une question récurrente. C'est une question récurrente qui fait appel à toutes les forces vives, jusqu'au niveau central. Vous savez qu'aujourd'hui, Ouagadougou n'est plus Ouagadougou datant que nous connaissions. Il s'agit là de voir Ouagadougou en termes de population. À l'époque, nous étions à 6 communes. Aujourd'hui, nous sommes à 12 arrondissements et 55 secteurs. Et tous les conseils, tous les équipes locaux sont très engagés à ce niveau-là, qui font remonter les informations. Ça demande beaucoup d'investissement, notamment pour les questions de voirie, par exemple. C'est ça. Parce qu'on a vu une dame qui s'est noyée là, lors de ces inondations. Est-ce qu'à ce niveau, ça reste un gros défi pour la mairie, pour 2021, par exemple? Oui, il faut dire que, aussi bien que les autres choses, l'activité concernant en tout cas la question touchant véritablement puisqu'il s'agit en fait de l'assainissement. C'est ça, tout à fait. La question de l'assainissement, la commune de la ville de Ouagadougou, à travers ses services techniques, sont à pied d'œuvre en train de travailler pour pouvoir vraiment pallier à ces insuffisances-là. C'est pourquoi, quand vous prenez aujourd'hui le COCOF, le comité communal d'organisation des festivités de fin d'année, quand vous regardez ces télévisions, vous avez toutes ces équipes-là qui font partie en tout cas de ce comité-là. Aussi bien que vous avez des personnes, vous avez des conseillers, vous avez également des techniciens qui sont logés dans cette commission-là. Et nous allons vers les personnes ressources, puisque nous avons choisi des personnes ressources clés, telles que le Moro Naba, par exemple. Il est évident que, vous savez que les années ne sont pas les mêmes. On en avait, par exemple, chez le Moro Naba, pour rendre hommage au Moro Naba, nous aurons un retour. Et ce retour-là, le Moro Naba nous dira que par rapport à ça, par rapport à la situation, ou par rapport à telle situation, il faudra que la commune de Ouagadougou soit regardée. Donc nous avons eu ce conseil, nous avons eu des bénédictions, au-delà de là, nous avons eu des bénédictions, mais nous avons aussi des conseils pour nous orienter d'aller de l'avant. Nous avons aussi rendu visite, en tout cas à l'archevêché, qui nous a aussi invités sur un certain nombre d'aspects, tels que les déplacés, les déplacés de l'intérieur à la ville de Ouagadougou. Il y en a. Notre attention a été attirée là-dessus. La question foncière. Vous avez suivi tout récemment la question de Pazani à l'arrondissement numéro. Tout à fait. Notre attention a été attirée là-dessus. Nous avons pris bonne note. Le maire de la commune de Ouagadougou, qui fait partie, qui est le commandant en chef, en tout cas de cette tournée,
tout cas donner des réponses par rapport à toutes ces préoccupations. Donc, pour vous dire que, mais au-delà de toutes ces visites aux personnes de ressources, les coutumiers, les religieux, tels que les associations, la Fédération des associations islamiques, il faut dire également que nous avons aussi favorisé, en tout cas, les personnes démunies. C'est pourquoi, si vous avez regardé, la dernière fois à la commune de Ouagadougou, nous avons organisé ce qu'on appelle l'arbre de Noël, concernant les enfants défavorisés. Nous avons aussi rendu visite, en tout cas, à certains centres d'enfants, où véritablement nous avons touché du doigt certaines réalités. Nous avons aussi le maire apporté, en tout cas, un certain nombre de choses, de cadeaux, et une certaine somme, en tout cas, ces centres d'enfants. D'accord. Autant donc d'activités de fin d'année pour apporter un peu de réconfort aux populations démunies de la ville de Ouagadougou. Et on suppose que les activités se poursuivent, c'est bien ça? Oui, les activités se poursuivent. Et j'ai oublié tout tantôt pour dire que nous avons maintenu également l'activité phare également qui était les activités sportives. Il y a eu l'organisation des sports de mai. Et aussi, la poteau, c'était la Coupe du Maire, la Super Coupe du Maire qui s'est jouée au stade municipal. Et je crois que le mercredi, nous aurons également une visite. Ça aussi, ce sont des personnes errantes, les personnes déficients mentaux, que nous allons également rendre visite. Ça, c'est à Gampela, non loin de l'université Thomas Sankara. Et enfin, vous êtes sans ignorer que si la ville de Ouagadougou est toujours propre, c'est grâce à nos moments, la Brigade verte. Et nous allons également rendre hommage le 31 petit matin, en tout cas à la Maison du Peuple. Elles ont régulièrement le salaire maintenant? Non, ça c'est des choses réglées. D'accord. Merci. Monsieur Amadou Sana, je rappelle que vous êtes le deuxième adjoint au maire de la ville de Ouagadougou et président du comité d'organisation. C'est ça. Ces activités de fin d'année. C'est ça. Merci encore d'être passé dans le 7 Info ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Siaka Koulibaly, d'être passé. Ça sera le dernier numéro du 7 Info pour cette année. Merci de l'avoir suivi. À l'année prochaine pour d'autres rendez-vous du dimanche avec plus de reportages et d'invités. Bonne fête de fin d'année dans la prudence surtout. Bonsoir.